Je remercie Madame la Présidente Casellati d'avoir accepté notre invitation pour inaugurer cette 40e édition du meeting pour l'amitié entre les peuples. Merci Madame la Présidente, merci de votre présence, merci du temps que vous nous consacrez et de l'intérêt avec lequel nous vous avons vu rencontrer les jeunes que vous avez eu l'occasion de croiser, l'intérêt que vous avez manifesté pour les présences et les œuvres, les réalités, les expériences que l'on trouve dans ce meeting. Ce n'est pas toujours le cas de voir cet intérêt de façon aussi évidente qu'aujourd'hui. Donc je vous remercie tout particulièrement pour cela. Je salue également au nom de tous les organisateurs, les autorités présentes. Je salue vous tous, participants, et tous les amis avec lesquels, encore une fois, nous repartons pour cette aventure. Le Saint-Père, le Pape François, nous a introduits ce matin et nous avons entendu la lecture du message. Il nous a introduits à ce meeting, tout comme le président Mattarella a voulu le faire à travers un télégramme de salutation que je vais vous lire maintenant. Le meeting pour l'amitié entre le peuple a aujourd'hui 40 ans et offre encore une fois à la communauté dont il est expression et à la société italienne entière une occasion précieuse de rencontres, d'échanges d'expériences et d'enrichissement culturel. À l'occasion de cette nouvelle édition du meeting, je désire tout d'abord souhaiter aux organisateurs que dans la conscience de la valeur de l'étape de cette année, ils continuent à s'engager pour faire face aux nouvelles défis. J'ai salué aussi les nombreuses jeunes bénévoles qui vont accompagner comme des protagonistes les événements de ce programme. Le titre choisi pour cette 40e édition, Ton nom est né de ce que tu fixais, invite à une réflexion sur l'humanité de l'homme, sur la relation nécessaire avec l'autre, sur la création de la communauté, sur le dialogue incessant entre la foi personnelle et l'histoire. Autour de nous, les changements sont toujours plus rapides. Des opportunités extraordinaires nous sont offertes et d'autres seront offertes très tôt. En même temps, des injustices inédites se présentent. Pauvreté, égoïsme, insécurité, menaces à la valeur de la paix. Il est impératif de faire face aux nouveautés avec du courage, sans être paralysé par la nostalgie, en gardant toujours un esprit critique et l'ouverture à nos prochains. Il faut repartir de la personne. Il s'agit d'un chemin de enrichissement et de libération auquel nous sommes toujours sollicités. Dans ce chemin, chacun doit trouver le sens et la valeur de la communauté. Pour mieux dire, il doit contribuer à sa construction en tissant le fils humain de la solidarité. Le meeting a été dans son histoire, a toujours animé le dialogue et je souhaite que cet anniversaire important puisse lui faire trouver à nouveau élan pour rendre service à la société. Le président Sergio Mattarella. Permettez-moi quelques remarques indispensables puisque nous fêtons le 40e anniversaire de notre meeting. Le meeting est né il y a 40 ans au cours de l'été 79 d'un élan de présence et de témoignage sur l'intuition, une intuition qui n'était pas encore développée, qui était embryonale, mais certaine. C'est-à-dire que l'expérience chrétienne à laquelle nous étions éduqués
était capable d'éclairer, de rencontrer, de valoriser chaque aspect, chaque facteur des circonstances humaines. Le meeting est né, comme l'a dit Don Giussani quelques mois après la première édition, parce qu'un groupe d'adultes passionnés par la vie et par l'expérience de foi qu'ils avaient rencontrée, selon les paroles de Giussani, ont créé un lieu dans lequel on rencontre un sujet, une personne, une humanité qui a quelque chose à dire. Parce que, poursuivait-il, si ce n'est pas l'expression d'un tel sujet, alors nous sommes finis. C'est la fin. Aujourd'hui, nous pouvons dire, 40 ans après, que si le meeting n'est pas fini, nous le devons uniquement à la certitude avec laquelle, bien entendu, au milieu de nombreuses erreurs que nous avons commises nous aussi, nous n'avons jamais abandonné ce facteur. Nous n'avons jamais cédé sur ce facteur dont Giussani disait que s'il disparaissait, nous étions finis. Et ce facteur, c'est l'appartenance au lieu duquel nous avons été générés. Dans cette occasion aussi officielle, en présence de la présidente du Sénat italien et avec toutes les autorités ici présentes, on pourrait dire des paroles bien plus institutionnelles que celles que je prononce, plutôt que réaffirmer l'appartenance au lieu dont nous avons été générés. Mais justement parce que c'est une occasion importante et officielle aujourd'hui, toute autre raison serait inférieure à la réalité, serait inférieure à la vérité. Donc je préfère dire ce qui est vrai. Cela a été l'expérience de ces 40 années. Bien entendu, le monde a changé depuis que nous avons commencé. Bien des choses ont changé. Il y a 40 ans, adhérer à un idéal tel que notre expérience et intervenir au nom de cet idéal dans l'histoire, cela coïncidait. Pour nous, il était impensable de ne pas se mettre en action, de ne pas construire quelque chose. Aujourd'hui, à l'inverse, l'intérêt pour la réalité s'est affaibli. Aujourd'hui, ce qui domine, c'est une certaine passivité face à ce qui nous entoure. Les idéaux créaient des liens. Aujourd'hui, c'est la solitude qui domine. Le contexte historique était différent. Il y avait 2 Europes à réconcilier, un mur à abattre. Aujourd'hui, il y a une seule Europe, mais qu'il faut reconquérir. Et il y a beaucoup de nouveaux murs qui se construisent. Dans ce contexte de l'époque est née l'idée d'un meeting pour l'amitié entre les peuples. À l'époque, l'amitié n'est pas un mot à la mode. Le mot à la mode, c'était dialogue. Mais pour nous, le mot amitié traduisait une intuition que nous vivions déjà, qui appartenait déjà à notre vie. À savoir que l'unité pour tout homme et pour le monde pouvait naître uniquement d'une expérience entre des hommes, d'une histoire entre des hommes, d'une expérience humaine d'hommes et de peuples qui devenaient amis, qui pouvaient devenir amis. Dans ces 40 années, l'amitié n'a pas été le thème d'une conférence, mais l'expérience entre des personnes. Dans ces nombreuses années, beaucoup de choses ont commencé, beaucoup de choses ont fini. Le meeting est toujours là. Et il n'est là que pour ce que nous disions. Il n'est là que parce que c'est une histoire, une expérience qui, aujourd'hui, d'ailleurs, n'appartient plus seulement à ceux qui l'ont commencé et qui continuent à l'organiser. Mais aujourd'hui, c'est l'expérience d'hommes et de peuples qui sont devenus amis. Aujourd'hui, il y a ici avec nous, pour construire le meeting, beaucoup d'amis qui n'étaient pas là à l'époque. Beaucoup des amis avec qui nous avons construit des stands, des pavillons ici, des intervenants, des entrepreneurs, des scientifiques, des artistes, des hommes d'université, des bouddhistes, des juifs, des musulmans. Des amis qui appartiennent à des contextes professionnels, des histoires totalement différentes. Avec tous ces amis, c'est une expérience et une histoire qui est née. Et je dirais encore plus que l'expérience même
a été le facteur de connaissance au cours de ces 40 ans. Ce n'était pas seulement le point de départ, mais réellement le facteur avec lequel nous avons connu et nous nous sommes connus. Tout ce qu'il y a au meeting, tout ce que nous avons rencontré est né d'une expérience, de quelque chose qui est arrivé et qui continue à arriver sous nos yeux. Pendant cette semaine, cette amitié, cette expérience, cette histoire vont continuer quoi qu'il arrive. Et personne d'entre nous ne sait maintenant ce que cette histoire suscitera. Chaque meeting est, d'une manière ou d'une autre, le résultat de toute l'histoire qu'il y a eu dans le meeting et les meetings qui ont précédé. La preuve, ceux qui peuvent confirmer cela, c'est ceux qui aujourd'hui ont été invités comme artistes, comme intervenants, comme exposants, et qui savent qu'au début, tout cela est né d'un rapport, d'une amitié partagée, qu'elle soit petite ou grande. Si nous avons répondu à la consigne que nous a laissée Saint Jean-Paul II de construire la civilité de l'amour en 1982, si, comme le président de la République italienne, Napolino, en 2011, nous invitait à le faire, si nous avons reconstruit beaucoup de déchirures, invité à se faire rencontrer des personnes différentes, comme le disait aussi Monseigneur Zuppi récemment en parlant du meeting, tout cela s'est fait non pas par des stratégies, mais seulement en suivant la réalité qui venait à notre rencontre. Le titre du premier meeting était « La paix et les droits de l'homme », à l'époque où les droits étaient universellement reconnus et où l'échiquier mondial était plus simple. Le titre de cette année lance un défi encore plus grand. Ton nom est né de ce que tu fixais. En cette période de confusion, d'incertitude, avant même de parler de paix et de droits de l'homme, nous voulons vraiment nous demander qui, aujourd'hui, a un nom et un visage pour être de façon convenable dans la réalité. Le message du pape François que nous avons reçu a fait résonner ces paroles. L'homme d'aujourd'hui vit souvent dans l'incertitude. Étranger à lui-même, il semble ne plus avoir de consistance. Il se laisse prendre par la peur. Comment peut-il se retrouver lui-même et retrouver l'espoir ? Le Saint-Père indique comme secret de la vie de fixer le regard sur le visage du Christ. Et il souhaite, en regardant le meeting, que le meeting soit toujours un lieu hospitalier, où les personnes puissent fixer, poursuit le pape François, où les personnes puissent fixer des visages en faisant l'expérience de leur identité unique. Voilà, Madame la Présidente, un tel lieu, un lieu ouvert, un lieu libre, c'est ce que nous désirons continuer à construire et que nous offrons comme occasion de dialogue et de rencontre à tous les hommes. Ora, Pour entrer dans le thème maintenant, personnes et amitié sociale, c'est le thème que nous avons proposé à Madame la Présidente Casellati, que nous lui remercions d'avoir accepté. Pour introduire ce thème, je donne la parole au professeur Vittadini, président de la Fondation pour la subsidiarité. Diciamo la verità. Il faut dire la vérité. Ce moment historique n'est pas trop positif. L'année dernière, les années précédentes, on a parlé de la richesse de l'histoire de l'italienne. On a parlé de ça avec le président Napolitano à l'anniversaire des 60 ans de la République italienne, quand on a rencontré le président Mattarella, le président Violante, en parlant avec toutes ces personnes de l'Italie. L'Italie est très riche, est comme une forêt qui est très riche en sous-bois, en arbres. Elle est très variée.
mais il se passe ce qui se passe aussi dans le reste du monde. Avec la crise, avec le réchauffement climatique, on est en train de devenir un désert. Toute cette richesse humaine est en train de disparaître. Parce que ce moment historique, au-delà de toutes les crises institutionnelles et économiques, est caractérisé par l'aridité du moi. On était un peuple regardé par tout le monde pour ses caractéristiques de vivacité, de vie. Mais on est en train de devenir plein de regrets, de rage, de rancœur. On avait des liens sociaux, personnels, familiales, et on est en train de perdre tout cela. En fin de compte, on restait tout le temps ensemble, même à l'époque de la Première République et du Parti communiste italien. Des personnages très célèbres étaient le Don Camillo Peppone, d'un écrivain italien, qui était très différent, mais qui restait tout le temps ensemble. Aujourd'hui, l'autre, les personnes qui sont différentes de nous, sont l'ennemi. Il faut annuler l'autre, non pas seulement en politique, mais aussi dans la vie. On reste plus ensemble, on veut anéantir les personnes qui sont différentes de nous. Donc le plus grave problème, tout d'abord, est cette aridité personnelle et collective. C'est pour ça que l'édition actuelle du meeting souligne une certaine exigence. C'est-à-dire, notre question est où pouvons-nous recommencer? Le titre du meeting exprime cette idée. Il faut une nouvelle façon pour connaître. Moi, je suis expert en statistique, je sais que les analyses sont fondamentales, ceci et cela, mais le regard est quelque chose de totalement différent. L'analyse est très importante, mais le regard est fondamental parce qu'avec notre regard, on arrive à être émerveillé par ce qui se passe. Le pape nous l'a dit, si nous ne connaissons pas de cette façon, on devient de personnes anonymes. Notre identité naît de ce que l'on regarde. Il faut s'émerveiller. Parce que l'émerveillement est l'étincelle qui fait repartir notre moteur. Est ce qui me fait bouger, c'est-à-dire le cœur de l'homme et de l'être italien. C'est ce que le père Julian Caron, le président de la Fraternité de Communion et Libération, a souligné quand, en parlant de ce meeting, il a dit « La question fondamentale est d'identifier où un sujet adulte est engendré, un sujet qui est à même de donner une position culturelle qui est à la hauteur des défis actuels. Le défi éducatif dépend de ce sujet humain qui sait ce que ça veut dire de faire expérience, qui sait qu'est-ce qui fait écho avec son cœur. C'est un sujet qui sait comment utiliser son affectivité, ses émotions. On pense très souvent qu'il s'agit d'un thème intimiste. Mais c'est des idiots parce qu'il s'agit d'un thème culturel, fondamental. Si on n'est pas à même de travailler comme ça et de commencer à agir de telle manière, notre connaissance sera aride, faible. L'aridité naît d'un manque de conscience. Donc le premier objectif de ce meeting est d'éduquer à regarder, parce qu'on ne peut pas se construire tout seul. L'homme a besoin de famille, de communauté, de mouvements, d'endroits, des corps intermédiaires qui ont été totalement massacrés dans cette Deuxième République. On veut parler directement à l'individu, mais comme ça on l'anéantit parce que les personnes doivent être éduquées au dialogue. Il doit y avoir des corps intermédiaires. L'attaque de l'extérieur a attaqué l'idéal. Nous devons recommencer à vivre
dans ces endroits, dans ces lieux où on est éduqué au bien commun, à l'idéal, à la gratuité, dans toutes conditions. Voilà ce que c'est le meeting de cette année. Fatti di vita nuova che nascono. Ce meeting, comme le disait Emilia, même si on est des personnes avec des limites, il y a des événements totalement nouveaux. Dans les instituts professionnels, des gens de différents types sont éduqués on leur apprend un métier. Et ils arrivent à créer des entreprises qui tiennent dans cette crise. Le plus 0,1 du PIB est fait de tout ce que les gens ont fait. Parce qu'il y a des gens qui ont construit quelque chose, qui n'ont pas juste attendu. On va rencontrer ici au meeting un entrepreneur qui a construit la Coupe du Monde. Vous comprenez la créativité italienne ? Il y a des personnes qui aident dans l'adoption à distance pour aider les gens en Afrique, comme la Fondation AFSI. Il y a des personnes qui dialoguent alors que la Troisième Guerre mondiale en morceaux a lieu. Il y a différentes expériences. Ce n'est pas à nous, mais on accueille toutes ces personnes au meeting parce qu'on veut montrer qu'on a déjà recommencé. Les personnes qui se concentrent sur le moi, sur un sujet, font quelque chose de totalement différent. Voilà ce que c'est la subsidiarité, c'est-à-dire la vie qui naît du bas. Cela amène après à proposer des suggestions à la politique. Tout d'abord, l'éducation. Avant toute chose, il faut éduquer et former les personnes. En termes personnels, donc dans les familles, mais aussi dans le système éducatif pluraliste, autonome et paritaire. Parce que si l'école a tellement empiré, c'est parce qu'on n'a pas accepté cette opportunité. Le statalisme l'a tué. On le répète tout le temps au ministre de l'Éducation. Essayez de m'expliquer pourquoi un système égalitaire amène une partie du pays au nord et de l'autre au sud. Mais on ne discute jamais de comment ce système fonctionne. En deuxième lieu, le travail. Le travail se crée, est engendré, est un fruit qui naît de l'étincelle dont on parlait avant. Et il y a beaucoup de personnes qui travaillent. On n'attend pas des interventions d'assistance de la part de l'État. On ne veut pas que l'État nous donne le travail, mais on ne veut même pas que l'État gaspille l'argent. L'État doit utiliser les sous pour les personnes qui travaillent, parce que la décroissance heureuse n'existe pas. Décroissance signifie la perte du travail. Donc il faut un développement qui aide l'emploi. On peut faire 100 au lieu que 1. Mais il faut remettre au centre le développement d'en bas. En troisième lieu, on veut un État social subsidiaire. Malgré l'État a beaucoup de sous, il ne comprend pas qu'on ne peut pas faire comme dans les années 60 quand le mouvement ouvrier, le mouvement catholique participaient au bien-être des personnes. Il y a eu une loi sur le no-profit, le secteur les secteurs non lucratifs. Et malgré ça, on ne travaille pas ensemble. On pourrait dépenser moins en faisant plus, en travaillant ensemble. En dernier lieu, on parle de développement durable. On parle beaucoup du réchauffement climatique, de la Sibérie au
pôle Nord, mais aussi. Mais si on n'explique pas que les 17 objectifs de l'ONU sont basés sur la personne, sur l'importance de l'homme, hein, les gens ne vont pas comprendre. Si on dit qu'il faut respecter la nature et le fait qu'on veut l'égalité, si on n'explique pas que tout cela a au centre la personne, les personnes ne vont pas comprendre. Le développement durable doit se baser sur la personne, l'individu. En dernier lieu, on veut parler de politique. Je pense que, et c'est fondamental à mon avis, la politique doit regarder à tout ce qu'on a dit et doit redevenir unie. Si on se divise dans notre pays, ça va pas marcher. C'est comme si on était un pays qui vient de sortir de la guerre. Il faut recommencer avec la convergence, le respect. C'est pour cela qu'on promeut la solidarité, parce qu'on veut travailler ensemble pour le bien commun. Parce qu'il y a tellement de problèmes que si l'on ne repart du bien commun, n'importe quelle majorité du gouvernement ne peut marcher. L'amour envers la personne, envers la construction, nous demande d'être concorde. C'est cela ce que nous voulons vous dire, Madame la Présidente, parce qu'on ne veut pas être opposé à la politique, mais on veut coopérer tout d'abord avec les institutions pour construire un bien commun. J'invite maintenant Madame la Présidente du Sénat, Maria Elisabetta Alberti Casellati, à prendre la parole. Merci. Bonjour à tous. Qu'est-ce que le meeting pour l'amitié entre les peuples? Je crois que c'est un pari sur le désir qu'a tout homme dans son cœur. Un désir de beauté, un désir de vérité, un désir de justice que le père Luigi Giussani appelle expérience élémentaire. À partir de cette conscience, le meeting s'est révélé être dans le temps le terrain commun pour un dialogue entre des identités précises qui cherchent à s'enrichir et à devenir plus vraies. Ce n'est pas un équilibre confortable entre des positions différentes. Célébrer ce 40e anniversaire signifie donc regarder vers le futur, en reposant sur les fondements solides d'une histoire riche de vitalité créative. Une histoire qui témoigne comment l'expérience du meeting a eu, au fil des ans, une capacité rare à rester fidèle aux principes qui l'ont inspiré et à son identité. Être l'expression de l'histoire d'un peuple et non le fruit d'une stratégie organisationnelle. Dans la dimension concrète de son expérience se trouve renfermé le secret de sa longévité. Le meeting est un lieu de dialogue, un lieu de rencontre,
un lieu de partage entre des personnes différentes qui, dans la crise des évidences que nous vivons actuellement, expriment le besoin de partir de sa propre personne pour construire ensemble une perspective commune d'espoir. C'est pourquoi je suis frappée par le titre que les organisateurs ont voulu donner à cette édition. Ce n'est pas un hasard qu'il soit tiré d'un vers d'une célèbre poésie consacrée par Saint Jean-Paul II à Véronique. Ton nom est né de ce que tu fixais. C'est en regardant ce qu'elle a rencontré et qui lui a permis de découvrir le sens de la vie que la personne trouve sa propre identité, c'est-à-dire son nom. Du reste, notre nom, nous ne nous le sommes pas donné nous-mêmes, ce sont nos parents qui nous l'ont donné. C'est le signe suprême que notre identité naît, se développe et se transmet à travers des rapports, à travers des relations. Parce que c'est dans les relations, dans la capacité de répondre ensemble aux besoins individuels et aux besoins collectifs que se réalise pleinement la personne et sa capacité créative. Chaque individu, au cours de son parcours de développement physique, moral, culturel, professionnel, est destiné à entrer dans des dimensions sociales, de la famille aux amis, de l'école à toutes les autres réalités associatives ou professionnelles. C'est ce que l'on appelle les corps intermédiaires, qui sont destinés à composer la structure de notre existence, et en particulier de notre existence communautaire. Des espaces où la personnalité et la créativité de l'individu se confrontent à celle des autres individus et sortent de la sphère privée pour entrer dans une dimension de caractère public. Ces formations sont l'expression même du tissu social. Ce sont les lieux où les personnes se rassemblent, où elles sont éduquées à l'écoute, éduquées à la confrontation. Elles accomplissent des fonctions importantes de protection de la personne et de leurs intérêts légitimes. Elles résolvent des problèmes, participent activement à la vie démocratique. Autrement dit, elles sont l'expérience d'une amitié sociale qui devient la colle sociale qui forme la cohésion de la société. Une amitié qui, dans l'histoire des nations, a inspiré la formation des règlements et la définition des règles de vie commune, en prenant une dimension juridique importante, celle de la subsidiarité, un principe qui est reconnu par l'article 5 du traité sur l'Union européenne et dans l'article 118 de notre Constitution italienne. Dans cette perspective, donc, l'institution et la politique sont appelées à soutenir la vitalité des corps intermédiaires, dans le contexte desquels se forme la possibilité même d'une réponse plus efficace aux nécessités, aux problèmes des individus et à ceux de la société. Du reste, c'est le sens de l'engagement pris par le groupe interparlementaire pour la subsidiarité qui, l'an dernier, a présenté à ce meeting son manifeste, un nouveau pacte sur le bien commun. Pour favoriser la pleine réalisation de la personne, l'affirmation d'une citoyenneté active, il faut donc partir des lieux centraux de la communauté. Ces lieux où se déploient les premières années de vie de l'individu, la famille et l'école.
La famille en particulier traverse aujourd'hui une époque marquée par un véritable drame, une baisse démographique, une crise de la natalité qui, comme le confirment les données les plus récentes, touche le citoyen italien sans aucune distinction selon les régions. Mais un pays qui n'engendre pas d'enfants est un pays figé dans un présent éternel, une nation incapable de s'ouvrir à un futur de croissance, à un futur de prospérité. Il s'agit donc d'inverser la tendance et de prendre conscience qu'investir sur la parentalité n'est plus uniquement un droit individuel, mais un devoir civique et une stratégie précise de développement. Une perspective qui impose un changement culturel et qui souligne avec force la valeur sociale du choix parental. Parce qu'avoir des enfants est un investissement qui dépend des familles, mais dont les bénéfices portent pour toute la collectivité. Par conséquent, l'institution et la politique doivent soutenir la famille par des interventions de nature différente, structurées et à long terme. Des mesures économiques et fiscales, certainement, mais également des mesures d'ordre organisationnel, c'est-à-dire des mesures qui rendent compatible le rôle de parent et celui de travailleur. L'Italie a besoin d'une intervention législative capable de trouver un équilibre moderne, un équilibre vertueux entre la vie privée, familiale et professionnelle des femmes. Un plan qui permette de concilier en valorisant ce que les experts définissent comme une potentielle jachère du PIB. Selon des statistiques de la Banque italienne, si nous parvenions à amener à 60% la présence des femmes sur le marché du travail, comme le souhaite le traité de Lisbonne, notre PIB augmenterait de 7% et l'Italie serait protégée de nouvelles crises économiques. Je crois qu'il s'agit d'un thème essentiel, d'importance particulière. C'est pourquoi je souhaite promouvoir dans les prochaines années un événement en faveur d'une réflexion plus approfondie sur les problèmes qui dérivent de cette inflexion démographique et sur la nécessité d'adopter des mesures efficaces pour inverser la direction et imaginer de nouveaux instruments de conciliation entre famille et travail. Soutenir la famille signifie également reconnaître et valoriser son rôle indispensable dans le parcours éducatif de la personne, à côté des instituts scolaires de tout type et de tout niveau. Famille et école doivent en effet être les acteurs d'une mise au centre des parcours formatifs humains, culturels, professionnels de nos jeunes, qu'il faut opposer aux signaux inquiétants d'une urgence éducative de plus en plus répandue. Des parcours qui ne peuvent pas se passer de la nécessité de garantir la réalisation pleine du droit à recevoir une instruction égale, efficace et de valeur, dont
fait partie intégrante l'harmonie, le programme scolaire en harmonie avec les décrets constitutionnels. Parce qu'il n'y a pas de vérité authentique, de liberté authentique sans la liberté d'éduquer. Le droit à l'instruction, réglementé par les articles 33 et 34 de la Constitution italienne, doit en effet devenir le droit à un enseignement libre et en même temps un libre droit d'enseigner. Les écoles et les universités doivent donc pouvoir se définir comme des lieux de savoir libre, d'enseignement libre et d'apprentissage libre. En même temps, garantir aux particuliers de créer des écoles de tout niveau signifie reconnaître la valeur du pluralisme scolaire. Parce que l'école publique et l'école privée ne se distinguent pas comme des systèmes en opposition l'un à l'autre, mais elles sont toutes deux l'expression d'un seul instrument qui vise au développement de l'individu et au développement de la collectivité. Voilà donc que dans cette perspective, l'initiative libre dans le système de l'instruction se définit comme une ressource à laquelle nous ne pouvons pas renoncer. De même, nous ne pouvons renoncer à l'initiative libre, économique et entrepreneuriale, comprise comme source de travail et d'opportunités, en particulier comme le véritable moteur d'un système subsidiaire. Le travail constitue en effet, comme nous le rappelle le pape François dans l'encyclique Laudato Si, une partie du sens de la vie sur cette terre, un chemin de maturation et de développement humain. Il en découle l'exigence d'une conception nouvelle du travail dans l'entreprise qui sache être la synthèse entre les valeurs les plus solides de notre tradition chrétienne et l'élan innovateur des processus de changement, du changement global que nous connaissons actuellement. Je pense par exemple à la grande capacité réalisative que manifeste le secteur tertiaire. Il constitue en même temps non seulement un soutien pour les personnes en difficulté, mais également une ressource créative qui répond aux exigences d'une société constamment en mutation. C'est précisément le secteur tertiaire qui peut représenter un bassin important dans lequel puiser pour donner un nouvel élan, de nouvelles idées pour notre économie. Je suis tellement convaincue de ces potentialités énormes que j'ai l'intention de promouvoir l'institution d'un prix pour valoriser et divulguer les expériences les plus innovatrices et les plus significatives réalisées dans les différents domaines du secteur non lucratif. Du reste, comme l'a observé récemment le professeur Zamani, il est nécessaire de prendre conscience du fait qu'un ordre social comme celui de notre pays ne peut plus tenir uniquement sur les jambes du public et du privé. Cette insuffisance ne peut être dépassée également à travers la réalisation, la mise en œuvre réelle de la loi sur le secteur tertiaire et de l'adoption des normes nécessaires pour qu'il puisse obtenir les ressources financières pour son opérativité autonome.
La conscience, donc, que le secteur tertiaire ne peut pas être la cinquième roue du carrosse ou un simple appendice de l'État, ouvre inévitablement sur la réflexion sur le sens de l'économie et de ses buts pour en corriger les dysfonctionnements et les distorsions. Comme l'observe encore le pape François, toujours dans l'encyclique Laudato Si, pour que naissent de nouveaux modèles de progrès, nous avons besoin de changer le modèle de développement global, mondial. Il s'agit donc de redéfinir le futur dans l'optique d'un pacte global entre États et générations fondé sur la durabilité. Un pacte qui doit nécessairement intégrer de manière vertueuse et à long terme le développement social, la croissance économique et la préservation de l'écosystème dans le respect de la planète, de ses ressources et de ceux qui viendront après nous. Un pacte inclusif dans lequel personne n'est laissé de côté, dans lequel les efforts des individus peuvent trouver un soutien dans un contexte responsable et favorable. Et surtout un pacte fondé sur le dialogue et sur la capacité de s'écouter et la capacité de se comprendre. Un dialogue entre histoires et cultures différentes qui, dans ce meeting, trouve son habitat naturel, en constitue l'essence même et la clé de lecture de son identité culturelle. Ici, le dialogue n'est pas seulement une méthode de travail, mais une dimension spontanée. Voilà pourquoi le meeting a été et continue à être une occasion pour construire des ponts là où se trouvent des affrontements idéologiques. C'est un facteur d'agrégation, d'amitié à partir d'une proposition très nettement identifiable. Voilà pourquoi je considère que parmi les nombreux événements importants, l'une des images les plus significatives de l'édition de cette année est celle de l'exposition sur Saint François et le sultan, parce qu'elle constitue l'expression efficace, historiquement prophétique, de la manière dont l'ouverture à la vie commune entre foi et différente peut naître l'espérance pour l'avenir. Un futur orienté vers le bien commun, qui est le bien de tous et le bien de chacun. Un bien qui ne doit jamais ôter à l'individu ce qui lui est essentiel pour être homme, à savoir son nom, qui influe sur les individus et auquel tous peuvent participer. Famiglia. Famille, éducation, formation, entrepreneuriat, travail, emploi, innovation et développement durable sont donc les outils grâce auxquels les êtres humains découvrent leur identité, où ils deviennent des identités et ils se qualifient dans leur dimension sociale. Ils sont les contextes dans lesquels les potentialités de tout individu sont formées et deviennent une substance. Ce sont les endroits où le principe de subsidiarité, en tant que synthèse entre les exigences de l'individu et des exigences de tout le monde, peut trouver une solution anthropologique en termes sociaux, juridiques, politiques et autres. Mais il s'agit aussi de certains des sujets principaux que dans ce meeting on veut
approfondir. Je suis sûre que cela sera possible grâce à l'intérêt collectif et à l'engagement de tout le monde qui a toujours caractérisé le meeting sur les défis que la réalité nous pose. Le meeting représente pour la société italienne et la société européenne un endroit très riche. Donc, je vous remercie. Je veux remercier en particulier la présidente Emilia Guarnieri et le président Giorgio Vittadini qui ont rendu possible ma présence ici à cette occasion si importante. Un ringraziamento. Je veux aussi remercier tout le peuple du meeting, les milliers de bénévoles qui sont l'âme et le cœur qui bat de ce meeting. Ce sont eux, la véritable énergie, la vôtre et notre ressource la plus précieuse. Je vous remercie donc encore, je vous remercie de tout mon cœur et bon meeting 2019.